Donc, qui est qui? Qui vient de qui? L'Amphitryon de Molière brouille les origines et les identités, au point qu'on ne sait plus soi-même qui on est. Est-on vraiment assuré d'être soi? Est-on vraiment issu de ceux qu'on pense être ses parents? Parce qu'on est tous des Hercules, d'une certaine manière. Ou faut-il chercher quelques dieux passés par là? Hein, c'est le roman familial des enfants. Ils se disent, c'est pas possible que ce soit ce type avec sa tête et sa vie ridicule et qu'il soit mon père. Et cette femme, comme elle se promène, regardez comment elle est en train d'épousseter la commode, c'est quand même pas elle qui m'a porté. Hein? Alors, donc, on est tous dans la situation de se demander s'il ne faut pas chercher quelques dieux passés par là. Après l'Amphitryon de Molière, on ne peut plus croire ni à l'origine, ni à l'identité. Ou en tout cas, on risque bel et bien de se perdre dans des mirages imaginaires. Lacan, il a dit les myrginaires. Il y a un texte formidable de Lacan dans le séminaire 2, un chapitre qui s'appelle Sosie, qui est au centre de l'exposé. Les myrginaires, les mirages imaginaires, quoi, finalement, comme le dit Lacan, qui peuplent le monde et qui sont au centre du débat de Molière dans l'Amphitryon. Alors la scène d'Amphitryon se passe à Thèbes. Là, vous l'avez entendu, on a dit Thèbes. Thèbes, c'est quand même la ville d'Œdipe. La ville qu'Œdipe pense ne pas être la sienne, le pauvre Œdipe. Lui, il croit être de Corinthe. Il quitte Corinthe parce qu'il va tuer son père et coucher avec sa mère. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui, comme le sosie, il se précipite à Thèbes, résout l'énigme de la Sphinge, on lui donne la reine de Thèbes, Jocaste comme femme, et puis sur le chemin, en passant, libère-moi le chemin, dit-il à un vieillard qu'il tue parce qu'il s'oppose à lui, tuer Jocaste, au fond, il a pas. La question reste ouverte, c'est insoluble. Œdipe est-il de Thèbes ou de Corinthe? Au fond, il est autant d'un côté que de l'autre. L'Œdipe roi de Sophocle est aussi, comme l'Amphitryon, la tragédie du doute sur l'identité. Ce serait une lecture possible d'Œdipe roi de Sophocle. Ne peut-on que se tromper sur son origine? L'identité qu'on pense avoir n'est-elle qu'un piège qui nous trompe? Celui qu'on croit être je est-il inévitablement un autre? Molière, avec Amphitryon, dit avec humour et rigueur le leurre dans lequel se fonde toute identité. En plus, si effectivement il y a un débat pour savoir si c'est bien lui qui l'a écrit, on voit que la chose, une fois qu'on entre dans le questionnement du vertige de l'origine et du vertige de l'identité, on se perd à l'infini, comme dans le Palais des Glaces du film avec Orson Welles, là. Bon, bref. Vous voyez de quel film je veux dire, je parle. Non, mais j'ai un blanc. La Dame de Shanghai. Voilà. Ben, vous devez être Marc-Antoine Antille. J'ai des doutes. On va demander ça tout à l'heure. Donc celui qui dit je vient d'une image qui le constitue en même temps qu'elle le leurre. Ça, c'est le stade du miroir de Lacan. De toute façon, c'est l'autre qui le fait je, cet autre qu'est l'image qu'il voit. Donc, le stade du miroir, je est un autre. C'est-à-dire c'est l'image est pas une image constituée, c'est une image constituante. C'est-à-dire c'est l'image qui donne l'identité. Donc finalement, ces deux structures que le malentendu qu'on vient d'avoir a lieu. Cette image formatrice du je, que Lacan met au centre du stade du miroir, montre
d'abord l'autre à partir duquel on deviendra soi. Donc ça commence mal. Vous voyez ? Est-ce que ça veut dire que le sujet va passer sa vie à courir après cet autre qui le constitue dès l'origine et qu'il perd en le faisant soi? Parfois, il en fait la source d'illusions ou de dédoublements qui rendent fragiles les frontières entre le rêve et la réalité. On pourrait reprendre toute la problématique du double, des différentes façons de considérer les doubles imaginaires, les doubles symboliques, les doubles réels. En tout cas, on voit qu'il y a une dimension fragile, comme le dit Sosie dans l'Amphitryon de Molière, que la vie en elle-même semble un songe. C'est aussi Molière qui le cite comme ça. Parfois, au contraire, le sujet en veut à cet autre, qui est lui. C'est là aussi une notion importante chez Lacan, le complexe d'intrusion, c'est-à-dire que dans la mesure où cette image qui est moi, mais qui est autre, me constitue, je peux avoir avec cette image un rapport d'hostilité. D'hostilité, puisqu'elle me constitue, elle peut aussi me faire disparaître. Elle peut me détruire. Et au fond, il y a là une mise en jeu d'une jalousie primordiale. Une jalousie, c'est un autre fil pour lire le texte dans l'Amphitryon de Molière, qui est aussi bien un texte sur la jalousie. Une jalousie, une rivalité avec soi-même. Le rapport finalement de Mercure en sosie et de sosie n'est pas hyper sympathique. Bon, la seule chose qui nous porte, c'est quand même que Mercure, si j'ai bien compris, sait qu'il n'est pas sosie, tandis que sosie pense être sosie. Donc il y a là une certaine asymétrie entre les deux, mais s'ils étaient dans un rapport de symétrie, ils seraient dans un rapport de rivalité avec eux-mêmes, qui ne trouvent d'issue que dans la rivalité avec l'autre, qui est la source de la violence destructrice que le monde montre aujourd'hui. Plus on est semblable, plus on détruit. Avec des grands courants dans l'histoire, comme l'antisémitisme, est-ce que c'est la haine de soi ou la haine de l'autre qui fait que dans l'antisémitisme il y a eu une pareille force de destruction? Est-ce que c'est le fait que l'autre est semblable, tous des sosies, qui fait que les choses devaient être détruites? Bon, maintenant c'est différent puisque Trump a reconnu que Obama était un sosie. C'est-à-dire qu'il est né aux États-Unis et pas je ne sais pas où, il était censé être dans un truc du complot. C'est la nouvelle que j'ai entendue ce matin, nouvelle. Mais avec Molière, on n'est pas dans la jalousie primordiale, l'antisémitisme, les camps, la ségrégation. Avec Molière, on est dans la comédie. Ce qui n'empêche que chacun court après lui-même, se trompant sur la réalité. Entre un homme qui ne peut être qu'à lui-même voilé, tout en sachant que sa femme le trompe de temps en temps avec Dieu. Ça, c'est une phrase de Lacan. Donc lui, il n'y a pas que les parents qui, au fond, devraient être des dieux, mais au fond que tout le monde imagine quelque chose aussi de cet ordre-là, d'après Lacan dans sa discussion sur Sosie. Le théâtre réfléchit d'autant plus l'illusion et le dédoublement qu'il en procède. Le théâtre même, c'est la démonstration que vous nous avez faite, parce que c'est aussi l'Amphitryon, un discours sur le théâtre. Si l'acteur, n'est-ce pas, l'acteur lui-même ne porte plus de masque, celui-ci est toujours en jeu sur la scène de l'illusion, qui est aussi la scène de la vie. Puisque l'acteur a lui-même un rapport de sosie au rôle où il prête son corps pour l'interpréter. Ça sera repris bien plus tard par Diderot dans le paradoxe du comédien. Et là, on est en plein dans le paradoxe du comédien, où l'homme est l'acteur d'un texte qu'il ne sait pas, sur une scène qu'il ne voit pas. Alors ça, je dirais, ça c'est plus, je fais un saut dans la psychanalyse, avec l'idée de l'inconscient. L'homme est l'acteur d'un texte qu'il ne sait pas, sur une scène qu'il ne voit pas. Cette autre scène qu'est l'inconscient, que la psychanalyse a la prétention de vouloir dévoiler, mettre en avant.
Donc, avec l'Amphitryon de Molière, on finit effectivement tout à fait troublé sur la question de l'identité et de l'origine. L'identité peut être troublée dès l'origine, c'est bien la question en jeu, par exemple, même dans les procréations médicalement assistées, dans les courts-circuits par les procréations médicalement assistées, où aujourd'hui une femme peut donner issue à un enfant sans avoir été du tout participant à sa procréation, et l'homme non plus peut être porté par une autre femme. Vous avez vu tout récemment que maintenant, si on avait déjà les same-sex procreation, on pouvait faire des cellules de procréation avec les cellules souches de la peau, n'est-ce pas? Pour couple homosexuel, voilà. Mais enfin, c'est pas possible, c'est seulement possible chez la souris et que c'est pas encore possible chez l'humain, effectivement. Mais enfin, est-ce que ça va plus vite que là? Puis maintenant, chez la souris, on peut aussi se passer de l'ovocyte. Donc d'un côté, on peut se passer du père jusqu'au spermatozoïde, et de l'autre côté, de la mère jusqu'à l'ovocyte. On est en plein Amphitryon. Hein, on ne sait plus. Avec qui une femme fait-elle un enfant? La pauvre, elle a pensé, Alcmène, qu'elle faisait avec Amphitryon. Elle n'a pas su que c'était avec Jupiter. Et voilà. En tout cas, ici, pour le spectateur, c'est clair, elle le fait avec Dieu, Jupiter, et cet enfant, c'est Hercule. Donc, non seulement on peut se tromper sur qui on est, mais en plus, on a peut-être été conçu avec quelqu'un d'autre que l'on pensait. Il faut chercher ailleurs que chez les protagonistes qui se proposent comme étant ses parents, son origine. C'est bien ce qui est aussi en jeu dans les théories sexuelles des enfants et dans les romans familiaux. Tous les enfants sont des Molières qui travaillent comme lui sur la question de l'origine pour la mettre en scène à leur façon. Il est inimaginable qu'il ait été fait effectivement comme on la lui a raconté. Donc, l'origine ne donne pas la clé de l'identité. L'identité est à construire, quelle que soit l'origine. L'identité, comme le disait Spinoza, implique le désir plus que l'identité. L'identité implique le désir de continuer à être ce que l'on est. Et au fond, dans la clinique, on voit des tas de sujets qui disent « Bon, ben, écoutez, ça va, moi... chers amis, je ne vais plus être celui que je suis parce que ça ne me convient pas. » Et au fond, sans désir, l'identité ne tient pas. Et bon, un vient de deux, mais les deux dans l'Amphitryon sont chacun deux. Deux EIS. Les deux dans l'Amphitryon sont chacun deux. Les deux sont quatre. Et parmi eux, il y a aussi des dieux. On ne sait plus comment s'y retrouver quant à l'identité. Et tout cela débouche sur la révélation d'une procréation qui brûle l'origine, avec la déclaration faite par Jupiter de la venue d'un enfant issu de lui qui est un dieu avec cette femme, ce qui au fond n'est pas, comme je l'ai déjà mentionné, sans parenté avec l'Annonciation. J'ai eu la chance de voir une mise en scène de Jacques Vincey à la Comédie Française, en 2012, et Jacques Vincey avait mis en scène Amphitryon avec Jupiter, qu'il avait mis vraiment dans une interprétation comme le dieu de l'Annonciation. Vous voyez, dans certaines annonciations, on voit juste le rayon, mais dans certaines annonciations, au coin, en haut, à gauche, dans un nuage, il y a Dieu qui envoie une colombe et qui envoie le rayon, qui va pénétrer par l'oreille ou par le nombril, etc. Et lui, il a fait une mise en scène extraordinaire dans la Comédie Française où le Jupiter sort, n'est-ce pas, après avoir fécondé Alcmène, et prend une place en diagonale, exactement comme une figure de l'Annonciation, là où il fait le discours à la fin que je viens de vous lire. Molière fait tout vaciller dans Amphitryon. Il y a beaucoup de monde pour chaque identité. Ça, je crois que c'est la leçon d'Amphitryon. N'est-ce pas toujours le cas dans toute construction de soi, dans l'établissement d'une identité où on reste une fiction pour soi-même. Une fiction que chacun se construit à partir de ce qu'il trouve autour de lui en venant au monde. On se raconte des histoires. En fait, finalement, une fiction pourrait être une sorte de délire. C'est-à-dire que
On aménage des choses qu'on trouve autour de soi. On finit par se prendre, vous êtes né à Lausanne et vous avez un phénomène délirant, vous finissez par vous prendre pour un Lausannois. Oui. C'est-à-dire que vous prenez des choses, la cathédrale, ça me rappelle, tellement important, les chalands, enfin, bon, bref. Donc, voilà, c'est alors que c'est une fiction qui s'établit à partir de l'autre, à partir du regard des autres sur soi et de leur récit. C'est ainsi que, comme le dit Giraudoux, qui a aussi fait un Amphitryon, et que cite Lacan, l'homme est ce personnage qui se demande tout le temps s'il existe. Bon, ça c'est déjà une qualité, c'est-à-dire qu'en général, les gens ils ont l'impression qu'ils existent. C'est-à-dire que finalement, c'est nos patients qui se demandent s'ils existent. C'est-à-dire qu'il y a un moment d'intelligence où tous ces semblants commencent à s'effondrer et qu'on se dit, mais d'où je viens, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Pourquoi je suis moi et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi ici et pas ailleurs? Pourquoi maintenant et pas un autre temps? Est-ce que je suis comme l'histoire des contes japonais ou chinois? Enfin, est-ce que je suis le papillon qui rêve être la personne voilà. Bref, comment donc finalement s'y repérer? On ne peut en rester au leurre de l'identité et cette instance imaginaire et trompeuse qu'est le moi, qui peut aller jusqu'à se manifester dans une inquiétante étrangeté. Une inquiétante étrangeté, tout en pouvant prendre aussi bien la forme d'une inquiétante familiarité. Dès lors que vous entrez dans la logique d'Amphitryon, vous n'avez plus de raison de penser que vous êtes vous. Vous vous dites que tout ça c'est une construction qui vient de l'autre, que tout ça c'est absolument arbitraire, vous êtes tombé des amours, vous avez fabriqué tout ça avec des identifications, vous avez construit un rapport délirant à votre origine, vous finissez même par devenir contre les étrangers, xénophobes, enfin tout ça, voilà, tout ça vacille. Et puis, à ce moment-là, il y a un moment d'inquiétude, d'inquiétante étrangeté, d'inquiétante familiarité. Freud raconte un épisode à la Molière dans la psychopathologie de la vie quotidienne. Il voit le reflet d'un homme dans la vitre d'un train. Il est pris par un sentiment d'étrangeté. Il dit, mais c'est étrange, jusqu'au moment où il réalise que cet homme qu'il voit dans le reflet, c'est lui-même. Alors j'ai un petit récit, après j'ai tout de suite terminé, j'ai un petit récit d'un ami qui m'a dit une expérience un peu différente de celle de Freud. Il s'agit de quelqu'un qui est d'ailleurs dans le monde du cinéma, un professionnel de l'image. Il est dans le métro à Paris, et vous savez que dans le métro, vous avez, ou bien vous collez aux jambes, et vous vous tournez phobiquement vers les vitres, et là, vous êtes face à face à une sorte de reflet, un effet de miroir dans la nuit des vitres, et il se voit. Il médite quelque peu sur ce qu'il voit. De station de métro en station de métro. Et pense, en voyant ce reflet, qu'il a quand même épaissi avec le temps. Et puis, qu'il s'est un peu voûté aussi. Il m'avait dit de se tenir plus droit. Déjà, sa maman lui disait ça. Et finalement, il faut bien reconnaître qu'il est quand même un peu vieilli. Mais peut-être qu'il est fatigué. Et il est ainsi dans un dialogue avec lui-même à propos de son image. Le métro arrive dans une station, les portes s'ouvrent, et soudain, son reflet disparaît. C'était quelqu'un d'autre. Il était très satisfait, très soulagé. Donc dans Amphitryon, l'inquiétude est effectivement présente dès le départ, l'inquiétude, l'angoisse. Et peut-être ça, pour la discussion, c'est un autre repère, hein, c'est-à-dire origine, identité, désir et angoisse. L'inquiétude est effectivement présente dès le départ, elle chemine tout au long de la pièce, de protagoniste en protagoniste, mais d'abord avec Sosie. Il y a cette rencontre que vous venez de nous lire, de Sosie avec cet autre lui-même qui est en fait Mercure et qui le laisse perplexe sur le fait de savoir qui il est et s'il est vraiment celui qu'il est. Ce Sosie se rencontre lui-même. Qui va là? Moi. Qui moi? Moi. Courage Sosie, quel est ton sort d'être homme et de parler? C'est la question fondamentale
qui est posée, sur laquelle on va donc terminer. On s'y perd totalement, on se trompe sur tout, tout ce que l'on croit peut s'avérer faux. Comment se repérer quand la limite entre le familier et l'étrange se révèle si fragile, lorsque l'inquiétante étrangeté est toujours prête à faire irruption? Qui est-on vraiment? D'où vient-on? C'est là que Lacan, dans sa discussion, au-delà de la question d'origine et d'identité, propose le repère du désir qui, même divisé, permet au sujet de s'orienter dans sa vie à partir de cette boussole, pour lui permettre la construction de ce qu'il va devenir, quelle que soit pour lui l'énigme de savoir d'où il vient ou l'énigme de savoir qui il est. Merci.